Je suis venue pour la première fois à l'Ouest l'année passée. Je suis venue à l'Ouest, j'étais invitée par un ami. Puis j'étais en France, c'était un voyage d'études. J'étais à Paris et puis j'ai passé quelques jours au bord de l'Atlantique. Je peux dire que tous les gens qui voulaient sortir de la Tchécoslovaquie pouvaient le faire. Alors pour moi, c'était pas difficile. J'ai demandé à recevoir le passeport. Puis j'ai reçu les visas, c'était tout. Ça a duré bien sûr, comme toujours, si l'on veut sortir de la Tchécoslovaquie, mais j'avais de la patience. Maintenant, c'est une grande mode d'aller à l'Ouest. Même qu'il y a assez de difficultés pour partir. Pas assez de difficultés, mais il faut avoir une grande patience pour recevoir tous les papiers nécessaires, tous les visas, la permission de sortie. Comment ça se passe justement? Il y a le gouvernement ou un service du gouvernement donne une autorisation de sortir de la Tchécoslovaquie. Alors pour pouvoir sortir de la Tchécoslovaquie à l'Ouest, il faut avoir une invitation. Puis on reçoit le passeport, et si on a déjà le passeport, on reçoit la permission de sortie. Puis il faut aller chercher les visas. Et ça Vous allez chercher les visas où? Sur les ambassades. Aux ambassades? Dans les ambassades, oui. Oui. Moi, je suis allée chercher mon visa à l'ambassade suisse. Et pour l'ambassade suisse, on a besoin d'une invitation officielle, c'est-à-dire confirmée par un maire, je ne sais pas, ou par un notaire, on dit. Oui. Alors, ce qui est assez compliqué. Donc ça on est assez mécontents temps. chez nous de l'ambassade suisse à cause de ça, parce que c'est assez bureaucrate. Est-ce qu'il y a des conditions encore qu'on demande? On doit y noter que la personne qui invite quelqu'un confirme qu'elle va héberger cette personne et qu'elle va la nourrir. Quelques-uns de mes amis étaient déjà à l'Ouest, alors ils me racontaient qu'il faut se préparer, qu'il y aurait des choses qui seront assez frappantes de premier coup d'œil. Ce sont les magasins formidables, ce sont les gens très bien habillés, les filles bien maquillées, bien coiffées, des choses pareilles. On m'a dit aussi que les gens ici aiment beaucoup l'argent, que c'est une chose principale pour eux. Oui, on s'imagine avant tout que la vie ici est beaucoup plus facile, c'est-à-dire surtout de ce point de vue que les gens ont beaucoup plus d'objets pour eux, qu'ils peuvent vivre beaucoup plus facilement. C'est-à-dire qu'ils profitent beaucoup plus de la vie que chez nous. Je crois que d'une part, c'est assez vrai. Je crois qu'avant tout, les jeunes savent ici profiter plus de la vie. Et vos réactions après le voyage? Vous êtes rentré et... J'étais assez contente que je pouvais rentrer en Tchécoslovaquie. Mais ce n'était pas tellement à cause du système à l'Ouest ou quoi, mais c'était avant tout à cause de la mentalité des gens à l'Ouest qui est, je crois, assez différente de la mentalité des gens chez nous. Je crois que les gens à l'Ouest, on ne peut pas généraliser bien sûr, mais qu'ils sont assez distingués des autres gens et qu'ils sont assez enfermés dans leur famille peut-être, dans leur cercle où il est assez difficile de pénétrer. Vous avez eu de la peine à avoir des contacts avec les gens à l'Ouest? Alors, je n'avais pas beaucoup de difficultés parce que là où je suis allée, j'avais des amis. Alors pour moi, ce n'était pas tellement difficile. Et sur le plan de vos idées, qu'elles soient sociales ou politiques, est-ce que ça a eu des conséquences? Une influence. Non, moi je peux dire, assez apolitisée. Mais je peux dire que moi je suis toujours pour le socialisme. Alors ça ne m'a pas influencé de cette façon que je voudrais que la Tchécoslovaquie revienne au capitalisme ou quoi. Mais ça vous a montré certaines libertés que vous n'avez pas, ou bien? Oui, ça m'a montré une certaine liberté qui n'existait pas en Tchécoslovaquie avant. Mais maintenant, à cause d'un processus de démocratisation, je crois que cette liberté pourrait se manifester aussi chez nous.
Ça commence, j'espère que ça restera comme ça. Je ne veux pas que notre pays revienne au capitalisme, mais qu'ils essayent de faire un socialisme démocratique, ce qui est, je crois, vraiment très très difficile parce que nulle part dans le monde n'existe pas ce modèle, ni à Nurs, ni en Allemagne, nulle part. Alors, je crois que notre pays voudrait s'essayer de faire ce socialisme démocratique. Ma mère est ouvrière, elle travaille comme religieuse des livres. Je crois qu'elle le fait depuis 15 ou 17 ans. Avant, elle faisait le ménage, mais il est presque impossible d'avoir un seul salaire pour une famille. Chez nous, il y a très peu de femmes qui ne travaillent pas. Mon père est technicien, mais ce n'est pas sa profession qu'il faisait tout d'abord. Tout d'abord, il était avocat, puis dans les années 50, il a été arrêté. Il a dû quitter son travail, et puis il était ouvrier, et maintenant il fait technicien. Mon père était communiste avant le coup de Prague. Il était communiste jusqu'à son arrestation, puis quand il est sorti de prison, il ne voulait plus l'être. Il ne l'est plus, ni maintenant. Je crois que l'époque stalinienne a pour conséquence le fait que la plupart des jeunes gens chez nous sont assez apolitisés, parce que les jeunes gens devaient changer tant de fois leurs opinions que maintenant, je crois qu'ils sont assez désorientés. Vous savez, il était assez difficile de s'engager. On pouvait s'engager avec le courant actuel que le gouvernement aimait. Et si l'on voulait s'engager contre, c'était presque pas possible. Ou pas contre, ou avoir des opinions un peu différentes que les opinions officielles. Moi, jusqu'à maintenant, j'étais assez indifférente, mais je crois que maintenant, je pourrais m'engager. Parce que depuis le janvier, il y a un changement politique commence à se réaliser. Alors je crois que la vie politique et la vie en général pourraient changer beaucoup. Alors comme je voudrais que ça change, je devrais m'engager. Je dois tout d'abord chercher la façon comment je pourrais m'engager. C'est-à-dire peut-être dans un parti politique, mais je crois que je ne voudrais pas être membre du Parti communiste. Je ne sais pas, je me méfie un peu du Parti communiste. Peut-être que le Parti communiste gagnera la confiance des gens. Alors, ça serait peut-être intéressant de savoir comment les mouvements politiques récents de la Tchécoslovaquie sont partis, s'il y a aussi une espèce de départ dû à des problèmes internes, ou bien si la stimulation vient uniquement de l'extérieur. De l'extérieur, ça veut dire... Par rapport à l'université. Alors c'est difficile, c'est ce que l'on se demande toujours, si aussi les étudiants ont provoqué, on peut dire, ont stimulé les changements qui sont venus chez nous. Il est sûr qu'avant ces changements, les étudiants chez nous étaient absolument calmes, qu'ils ne faisaient presque rien du tout. Et les événements qui sont venus chez nous, officiellement, ça a commencé dans le comité central du Parti communiste. Mais avant, il y avait les événements par exemple, des étudiants. Il y avait, on peut dire, un seul événement, ce qui était une petite manifestation des étudiants, mais qui a eu un grand reflet. C'était une manifestation où les étudiants avaient de petites demandes et les agents de police sont venus contre eux, ils battaient les étudiants. Ça veut dire que ça avait un grand reflet chez tous les gens en Tchécoslovaquie. Je crois que aussi cet événement, ce bougement, on peut dire, des étudiants a provoqué les changements qui sont venus chez nous. Tchécoslovaquie, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que, enfin, c'est l'impression que j'ai eue, c'est qu'il y avait eu toute une préparation dans le milieu intellectuel quand même depuis 20 ans. Le régime n'a jamais été admis et que certains membres du Parti communiste, par exemple, ont peu à peu formé des cadres, préparé les gens à un changement. Est-ce que c'est juste ça ou bien?
Ben alors on ne peut pas dire une réponse objective ou quoi, mais je crois que c'était sur tous les intellectuels chez nous qui étaient, je ne sais pas si on peut dire battus ou qui étaient poursuivis le plus pendant ces 20 ans. C'est-à-dire parmi les intellectuels, il y avait un tel mécontentement que je crois qu'un jour ça devait éclater. Mais tu parles des petits trucs qui se sont manifestés avant que la flica y tape sur les gens. Quels étaient ces petits trucs? Parce que c'est peut-être ces ça petits trucs qui que les permet de étudiants comparer. demandaient. Oui, quoi? Et précisément des Je exemples. ne sais pas, je l'ai dit à un communiste français et il rigolait comment les étudiants peuvent manifester pour une telle chose. C'était à cause de ça que les étudiants qui vivaient dans la cité ne pouvaient pas étudier ce soir parce qu'on éteignait la lumière, je crois, que chaque soir à 9h ou à 8h. Alors ils ont sorti descendu dans la rue et ils protestaient, c'est tout. Et puis l'attitude des professeurs le jour où les gens ont commencé à taper sur les étudiants, est-ce que c'était assez homogène ou bien est-ce que... Je peux dire que c'était assez homogène parce que je ne sais pas pourquoi, mais je crois que la plupart des enseignants, des professeurs chez nous sont assez progressistes. C'est-à-dire progressistes, pas dans le sens du communisme dogmatique, mais dans les courants qui arrivent maintenant en Tchécoslovaquie. Dans les magasins, c'est avant tout la quantité des articles et puis c'est aussi la qualité, c'est-à-dire que chez nous, on peut trouver assez difficile, avec de grandes difficultés, des choses, par exemple, pour les jeunes gens qui seraient à la mode, que les derniers cris de la mode et des choses pareilles. C'est-à-dire que les jeunes filles qui veulent s'habiller assez bien doivent se faire coudre les choses, ce qui est assez cher. Donc chez vous, vous êtes obligé de faire par une couturière. C'est ça, ou par exemple par des mères, si elles savent le faire. Votre mère vous fait vos robes? Oui, c'est ma mère qui le fait. Toujours? Toujours, oui. Vous n'achetez jamais de robes finies? Non, jamais, parce que c'est vraiment affreux, les robes finies. Elles ne sont pas jolies, elles sont très très laides. Mais en quoi? Elles sont laides dans la forme, on peut dire. Elles ne sont pas modernes? Elles ne sont pas modernes du tout. J'aime bien des longs cheveux, des cheveux raides, ce qui me manque. Et puis, je vois que la plupart des jeunes filles ici ont des cheveux longs, des cheveux raides. Donc j'ai acheté une perruque et puis c'est ici assez bon marché. Chez nous, il est difficile de les trouver et puis les perruques sont assez chères. Mais ça, je crois que ça c'est plutôt mal. Est-ce que vous trouvez que les jeunes filles ici ne sont pas un peu stéréotypées? Elles se ressemblent un peu toutes ou... Oui, c'est une des choses qui m'a frappée assez quand je suis arrivée pour la première fois à l'Ouest. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes filles se ressemblent mutuellement. Je crois que j'ai une fois ou plusieurs fois lu dans les journaux quelque chose de la femme-objet. Je crois que l'on comprend par ça une femme, c'est-à-dire objet, c'est-à-dire l'objet de l'homme. Je crois que c'est provoqué un peu par ça qu'à l'Ouest, on peut voir très souvent une femme assez universelle, c'est-à-dire une femme assez stéréotype qui veut se ressembler à un certain genre de la femme qui serait la plus convenable pour l'homme. C'est-à-dire, je crois que par ça, elle est un peu traînée, si l'on peut dire, par l'homme. Je crois que c'est une femme qui est très attractive, une femme très attirante avec laquelle un homme, je crois en général un homme assez riche, peut sortir,
Est-ce que la femme obligée existe en Tchécoslovaquie? Non, alors ça, je crois que une telle notion n'existe pas chez nous. Non seulement la notion, mais le fait n'existe pas chez nous. De par ses préoccupations comme par sa façon de vivre, Alena est représentative de ces étudiants et étudiantes que l'on rencontre à Prague. Elle appartient à cette jeunesse qui a fleuri au cours de ce qu'on appelle, déjà avec nostalgie, le printemps de Prague. Toutes les rencontres et tous les entretiens auxquels vous assisterez au cours de ce reportage ont été choisis et voulus par Alena. C'est elle qui a décidé comment elle se ferait une idée de la Suisse. Idée subjective bien sûr, mais néanmoins révélatrice. À la fois reporter et interviewée, elle est devenue l'observatrice observée. Alors je voudrais savoir quel est le but, si l'on peut dire, de votre journal. Je vous le demande parce que chez nous, il n'y a presque pas de journaux pareils. Chez nous, il y a un seul journal pour les femmes. C'est un journal pour les femmes assez âgées, mais pour les jeunes filles, il n'y a rien du tout. Le but essentiel, en fait, c'est de divertir. C'est de divertir. Divertir d'abord, oui. Divertir et puis rendre service pour des petits conseils à la fois ménagers et... Oui, ménager surtout, pour la vie quotidienne. Je pense. On a quand même aussi des sujets d'importance, des enquêtes. Enfin, on ne peut pas appeler ça des trucs éducatifs, mais de l'information en quelque sorte. Moi, je n'ai pas une image assez précise ce que ça veut dire un journal qui veut divertir. C'est-à-dire, vous y avez surtout les modes, les conseils, comment les filles doivent se maquiller, des choses pareilles. Oui, des choses comme ça. Oui. Vous voyez, on est au fond pas du tout un journal spécialisé, on ne peut pas instruire vraiment les gens, et puis c'est pas notre rôle. Au fond, comment s'adresser en général à des maîtresses de maison, c'est leur petite récréation. Je crois alors que la femme en Suisse n'avait jamais le droit de vote, n'est-ce pas? Alors je crois que c'est un fait absolument anormal, mais je pense qu'en Suisse, il y a beaucoup de femmes qui sont satisfaites de cet état. Je crois que la Suisse est un pays tellement calme et pacifique ou quoi, que je crois qu'il va durer encore longtemps, qu'on changera quelque chose avec ça. Mais je crois que c'est un état absolument anormal. Est-ce que vous essayez aussi dans votre journal atteindre que les femmes chez vous ont le droit de vote? Parce que je crois que c'est un des problèmes, c'est sérieux. Oui, on le fait, mais très en douceur. On n'est pas du tout genre suffragette, et puis comme on disait l'autre jour, on nous a conseillé. En fait, on ne devrait pas demander le droit de vote puisque on doit l'avoir, on y a droit, c'est un droit absolu. En Suisse, je me trompe, peut-être il y a deux extrêmes, c'est-à-dire il y a deux jeunes filles qui mènent une vie assez libre. Je crois que ce sont les filles qui vivent dans un milieu plutôt intellectuel. Il y a d'autres extrêmes, ce sont les filles plutôt dans des couches ouvrières qui ont une vie moins libre, plutôt dans une vieille morale. Et en Tchécoslovaquie? Bien sûr, on ne peut pas généraliser, mais je crois que chez nous, les filles sont assez libres. En Tchécoslovaquie, les filles sont libres à partir de quel âge? Je dirais à partir de 16 ans, à partir de 17 ans. Elles peuvent à ce moment-là sortir comme elles veulent? Pas toutes, mais beaucoup. Je crois que c'est beaucoup plus, par exemple, qu'en France. Je crois aussi qu'en Suisse. Est-ce qu'il existe chez vous l'équivalent du planning familial? Du quoi? Planning familial ou de moyens, disons de centres, qui expliquent, qui fournissent ou qui renseignent sur les moyens anticonceptionnels? Alors ça, chez nous, ça n'existe pas. Parce que chez nous, les moyens contraceptifs, ça n'existe presque pas du tout. Il y en a, mais ils ne sont désignés, je crois, pour les femmes mariées qui ont plus de 2 gosses. Autrement, enfin, il n'y a rien. Par exemple, la pilule n'existe pas? Alors, ce sont juste des pilules dont je parle qui sont désignées pour ces femmes qui ont moins de 2 gosses. Alors, comment est-ce que les filles peuvent être libres? Alors, elles sont libres, elles se débrouillent comme elles peuvent. Puis chez nous, il y a la loi qui permet les avortements
On peut dire que n'importe qui peut se faire avorter, c'est-à-dire on profite de ce fait, même que c'est assez dangereux, que c'est mauvais. Vous avez une famille? Ah oui, j'ai 2 filles qui sont mariées. Et vous avez une J'ai femme? pas de petits-enfants. J'ai ma femme, oui. Et elle travaille aussi? Ah non. Elle n'a travaillé jamais. C'est-à-dire une salaire suffit pour une famille. Oui. Et vos enfants? Ma femme n'a jamais travaillé. Pas de raison que je la fasse travailler. Je ne suis pas marié pour la faire travailler. Vous êtes marié? Oui, oui. Et que fait votre femme? Oh, elle est à la maison, elle tient le ménage, les enfants. Pourquoi elle ne travaille pas? Vous ne voulez pas qu'elle travaille? Vous avez assez d'argent? Oh, vous savez, c'est plutôt pour élever les enfants. J'aime autant que ce soit ma femme qui les élève que les donner à élever dans une crèche ou... Et quel âge ont-ils? 8 mois et 5 ans. Alors ils sont assez petits. Ah oui. Et quand ils seront plus âgés, vous voudriez qu'elle aille travailler? Oh, même pas. Je pense que j'aimerais mieux travailler moi plus longtemps, faire peut-être... Alors vous vous sentez plus homme ou quoi si vous même gagnez assez d'argent pour pouvoir nourrir toute la famille? Oui, enfin, c'est une satisfaction quand même. Mais c'est pas une question de dire plus homme. Mais j'estime que ma femme, si j'arrive à tourner, doit rester à la maison. Il m'a frappé aussi le fait que la plupart des ouvriers ne veulent pas que leurs femmes travaillent. Ce qui est, je crois, un certain préjugé. Je ne sais pas d'où il vient. Je crois que ça doit être assez vieux. Vous ne pensez pas que c'est bien que la femme ne travaille pas et reste à la maison? Mais je crois que c'est pas mauvais, que c'est bien que la femme puisse rester à la maison, mais c'est à la femme qu'elle décide si elle veut travailler ou pas. De toute façon, ça ne devrait pas gêner son mari, le mari, que sa femme travaille. Il m'a étonné un ouvrier qui me disait qu'il n'avait pas la voiture à cause de ça, qu'il devait économiser ou quoi pour que sa femme ne doive pas travailler. Et n'avez-vous pas l'impression que les enfants des ouvriers travaillent aussi dans les usines et que sont les enfants, disons, des intellectuels qui vont étudier à l'université? Oh, maintenant, je pense que ça va changer, quoi. Pourquoi ça va changer? Parce qu'un ouvrier va pousser ses enfants, en tout cas. Tâcher de faire le possible pour pouvoir le mener jusqu'à l'université, s'il en a la capacité. Et alors cet état ne vous satisfait pas? Ah oui, moi, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je me plais bien ici, quoi. Mais si j'ai la possibilité pour mes gosses, je tâcherai de les faire quand même les pousser le plus loin possible. Est-ce que chez vous, les étudiants sont avant tout les enfants des ouvriers ou si on peut dire quelle est la proportion? Pas du tout. Pas du tout, ça veut dire 10, 2 ou 3% ou bien? En 10. Ouais, 6 à 10%. D'après les ouvriers. Oui, ce sont des fils d'ouvriers. Aux dernières statistiques qui ont eu lieu il y a 6 mois. Et tu as une jeune fille, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui étudient ou ce sont plutôt les garçons? Est-ce qu'il y a on dit un pourcentage connu? Au pourcentage, ça je ne le connais pas, mais on dit qu'en Suisse, c'est en tout cas le pays où le nombre d'étudiantes augmente le moins. Donc, oui, sur toute l'Europe occidentale, on tient ce record-là. Sur toute la Suisse, le canton de Vaud tient un record contraire, c'est-à-dire que c'est dans le canton de Vaud qu'il y a le plus d'étudiantes. Mais comment c'est possible? Ça suit une tradition bien ancrée. Que la femme doit garder le ménage, par exemple. Moi, j'étais avant tout frappée par le fait qu'à l'usine, il y a très très peu de Suisses. C'est peut-être une chose très connue, mais moi, je ne le savais pas. Alors, c'est la chose qui m'a frappée le plus. Puis, il y a ce fait qu'à l'usine, il y a très très peu de femmes. Et puis, j'ai eu plaisir de rencontrer les ouvriers parce que je crois que ce sont les gens qui sont assez typiques pour la Suisse et qui donnent à la Suisse
son esprit. C'est un certain calme dans leur vie, si on peut le dire comme ça. Peut-être que c'est assez typique pour l'esprit suisse. J'ai parlé avec quelques-uns de leur opinion politique et moi je pense qu'ils ne s'occupent pas beaucoup de la politique. Vous avez entendu parler par exemple des changements en Tchécoslovaquie, ça m'intéresse parce que moi je viens de Prague. C'est un peu loin pour s'intéresser directement à ça. C'est-à-dire que vous vous intéressez plus par exemple de ce qui se passe en France? En France, oui, c'est ce qui est tout près de chez nous. Et avez-vous été d'accord avec ce qui se passait en France non, pas récemment? Pourquoi pas? Pas du tout. Pourquoi pas? Pas d'accord avec les étudiants. Pourquoi? Parce que quand ils ont l'âge de travailler et de gagner leur vie, eh ben, j'estime qu'à ce moment-là, ils peuvent faire de la politique. Mais du moment qu'ils touchent des bourses, eh ben, ils n'ont qu'à étudier. Et vous croyez puis que là... Après, ben, qu'ils fassent leur politique s'ils veulent. Alors, vous voulez que quelque chose change ici ou vous êtes content de tout? Pour moi, ça va. Tout va pour vous? Pour moi, ça va, oui. Maintenant, je suis content. Dans le temps, peut-être que j'aurais eu des réclamations, mais maintenant... Ça... Vous avez l'impression que les Suisses, la majorité des Suisses sont contents, qu'ils sont calmes, qu'ils sont contents de tout? Je crois. Oui, vous croyez? Crois. Tout le monde dit que la Suisse, c'est un pays riche. On est tous bien, on est tous riches en Suisse. Et ça vous fait du bien si l'on dit que la Suisse est un pays très calme, très riche? Ah oui? Oui, c'est ce que j'ai vu. Il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, je ne voudrais pas vivre en France dans des bagarres comme il y a eu. Vous en avez peur? Non, j'en ai pas peur. Mais ça ne fait rien. Du moment que je travaille, comme je suis tranquille à côté. Vous teniez particulièrement à rencontrer justement un communiste en Suisse, parce que ça vous paraissait assez étrange même qu'il y ait des communistes en Suisse. J'aimerais que vous expliquiez un peu pourquoi. Et je vais demander si, je ne sais pas, le Parti communiste c'est toujours le parti plutôt des ouvriers, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez que par exemple les ouvriers ici voudraient que quelque chose change et si vous croyez que votre parti ou votre activité a un certain reflet auprès des ouvriers? Ou vous le... si c'était pas le cas, je pense qu'il y a longtemps que j'aurais pu mettre la clé sous le paillasson, quoi. Mais je pense que le parti en Suisse, pour des raisons historiques, est un parti qui est faible, qui est implanté dans quelques cantons seulement et pas sur l'ensemble de la Suisse. Par conséquent, il est loin de pouvoir dire maintenant que la classe ouvrière le suit, etc. Ça, c'est certainement pas le cas. Et il y a encore un très long travail à faire avant que ça soit vraiment le cas. Mais enfin, personnellement, je fais une analyse du capitalisme et j'en tire la conclusion, c'est qu'il doit changer. Alors il serait peut-être long je sais pas, d'expliquer en quoi j'estime que le capitalisme helvétique est un mal. C'est évidemment assez complexe, mais la chose est possible. Je voudrais savoir si vous voulez absolument changer le système ou si vous voulez seulement quelques modifications ou changements. Ah si c'était uniquement quelques modifications, quelques changements, je pense que ce ne serait pas un parti communiste. C'est clair que la position au départ, je considère que le système capitaliste tel qu'il existe en Suisse est un système qui est mauvais dans la mesure où il ne favorise pas l'ensemble de la population, dans la mesure où il ne permet pas, si vous voulez, je sais pas, un épanouissement de toutes les classes de la population. Alors dans cette mesure, je considère qu'il faut une transformation radicale de la situation. Appartenez-vous à ces communistes qui pensent ou qui croient qu'il est possible une transition pacifique au socialisme? Ça, je dois dire que j'en suis assez peu convaincu. Assez peu convaincu? J'en suis assez peu convaincu et je pense qu'en réalité, la transition au communisme risque de se faire plutôt par une voie violente que par une voie pacifique. Oui, je ne sais pas, mais je crois que dans tous les pays, disons, à l'exception de Cuba, c'est assez récent, toutes les révolutions qui ont été faites ont mené ou ont arrivé à une certaine dictature, à beaucoup de choses qui étaient très mauvaises. Vous croyez que la Suisse ou la France pouvaient éviter tous ces défauts? Je pense que tous les socialismes qui se sont réalisés jusqu'à maintenant ne sont pas des modèles, ce sont des essais. Par conséquent, la Suisse a aussi son essai à faire, sa voie à tenter, et peut-être qu'elle y parviendra. C'est clair que, dans une certaine mesure, il y a un pari sur l'avenir, mais en Tchécoslovaquie, à l'heure actuelle, on s'aperçoit qu'il y a précisément un renouveau extraordinaire. On peut penser qu'il y a peut-être pour la Suisse, là, je sais pas, un certain nombre d'expériences qui peuvent être utiles.
Est-ce qu'on a un cliché de la Suisse? Je ne sais pas qu'on a un cliché de la Suisse, mais on a un cliché de l'Ouest en tant qu'Ouest. Oh oui, on a aussi un cliché de l'Ouest, de la Suisse, je peux dire. Si l'on dit le mot Suisse, la plupart des gens voient tout de suite la montre, le fromage, les vaches, les montagnes. Puis quelques-uns s'imaginent Dürrenmatt et Max Frisch sont les exceptions, je crois. Quand vous travaillez comme agriculteur, vous travaillez tout seul ou vous collaborez parfois avec d'autres paysans, avec d'autres agriculteurs? Je collabore avec mon frère, volontiers. Il habite ici? Il habite pas très loin, ici vers la gare. Et nous échangeons nos services le plus possible, pour le pâturage surtout. Mais autrement, ça ne va pas très bien avec d'autres paysans, parce que tout le monde doit rentrer ses récoltes à la même date et doit profiter des jours de soleil, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous êtes tout à fait séparés? Nous sommes tout à fait séparés, oui. Un bal de campagne, le samedi soir. Les gens sont très bien habillés, c'est-à-dire que s'ils venaient habillés comme ça, je ne sais pas, à Genève ou à Lausanne, je crois qu'on le trouverait un peu ridicule, mais ici ça m'a un peu ému, les gens qui s'habillent assez bien pour pouvoir sortir le samedi. C'était l'atmosphère de ce bal, ça ne m'a pas surpris, mais c'était très joli. Et puis c'était deux filles qui dansaient ensemble, ça m'a vraiment frappé. C'était pas seulement des filles, mais aussi des femmes assez âgées qui dansaient ensemble, sans garçon. Pourquoi ça vous a frappé? Pourquoi ça m'a frappé? Je crois qu'il est absolument normal qu'une fille danse avec un garçon, qu'il est un peu extraordinaire, sinon anormal qu'une fille danse avec une fille. Ça se fait jamais en Tchécoslovaquie. Je sais pas si ça se fait, moi je ne l'ai jamais vu. À la campagne, chez nous, on a des danses tout à fait pareilles qu'ici. Ça correspond, je dirais, au zéro du film de Forman. Parce qu'ils ressemblent beaucoup, les musiciens qui jouent. Ils jouent avec un enthousiasme extraordinaire, je dirais. C'est très chouette. Quels sont mes loisirs? J'étudie, je suis étudiante, c'est-à-dire je n'ai pas beaucoup de temps libre. Quand j'ai le temps, je préfère sortir avec mes amis ou avec un de mes amis. Puis je m'intéresse aux choses auxquelles la plupart des jeunes gens s'intéressent, c'est-à-dire j'aime à lire, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime le théâtre. Chez nous, il n'y a pas du tout de boîtes pareilles, c'est-à-dire que chez nous, il y a plusieurs boîtes, mais il n'y a pas que la musique, il n'y a pas chez nous de musique enregistrée avec laquelle on pourrait danser. En plus, c'était très chouette, les éclairs et tout ça, le milieu, l'atmosphère était très jolie. Mais la musique correspond plus ou moins à la musique que vous pouvez entendre dans les boîtes chez vous? Non, elle ne correspond pas, elle correspond à la musique que nous pouvons entendre dans la radio, mais pas à la musique avec laquelle nous dansons dans les boîtes, parce que ce sont les orchestres chez nous qui jouent, et ils jouent très peu souvent, par exemple le jazz et des trucs pareils. Et la façon de danser des jeunes? C'est différent parce que chez nous, on danse depuis, je dirais, depuis 10 ans, une certaine forme de rock'n'roll qui est un tout petit peu changée chaque année, mais c'est toujours quelque chose dans le genre de rock'n'roll.
Dans les journaux, on peut lire que le secrétaire général du Parti communiste soviétique a, de façon plus ou moins voilée, critiqué la libéralisation du régime en Tchécoslovaquie. Vous avez lu ces articles, qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, j'ai lu en toute vitesse un article concernant ce sujet. Alors ma première réaction, c'était ce que j'étais un peu effrayée, assez effrayée, parce que moi j'ai toujours peur de l'intervention de l'Union soviétique en Tchécoslovaquie. Et puis, quand je suis partie de la Tchécoslovaquie, je crois que je pense que les soviétiques étaient assez calmes, assez indifférents vis-à-vis des événements en Tchécoslovaquie, c'est-à-dire ils n'osaient pas parler trop contre la Tchécoslovaquie. Et maintenant, j'ai peur que ça commence à changer. On fait déjà des parallèles avec ce qui s'est passé en Hongrie en 1956 et ce qui pourrait éventuellement se passer à Prague. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien sûr, on fait des parallèles. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire des parallèles absolus parce que je pense que les Russes ne peuvent pas se permettre ce qu'ils faisaient l'année 56 parce que la situation a beaucoup changé. Je crois qu'ils ne peuvent pas intervenir de telle façon, mais ils peuvent faire quelque chose de plus raffiné, ce qui m'effraie encore plus. Il semble que l'internationalisme ne soit pas une chose qui vous préoccupe ou qui vous intéresse particulièrement. Mais vraiment, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas parce que je me méfie assez de cette notion parce que c'est une notion, je dirais, de l'époque stalinienne. Moi, j'entends par l'internationalisme avant tout la collaboration sur le plan économique parmi les pays. Ouais, alors, et bon. si vous... Je ne suis pas du tout d'accord parce que, en fait, la notion de l'internationalisme, elle a vécu d'une manière très remarquable à l'époque de la Deuxième Internationale et puis pendant la Révolution, pendant les années de Lénine. Et ensuite, c'est clair qu'à l'époque stalinienne... Pendant les années de Staline. Et pendant les années de Staline, c'est clair qu'ensuite c'est devenu alors une notion étatique dans la mesure où l'Union soviétique a mené une politique d'État et non pas toujours une politique de parti. Pour moi, l'internationalisme, c'est avant tout la solidarité, non pas des États sur le plan économique, des échanges culturels ou autres, mais c'est les actions de lutte de classes ouvrières de pays différents auxquels se posent des problèmes qui sont semblables. Après, on peut excuser ou par l'internationalisme n'importe quoi. Mais non. On peut expliquer, par exemple, que l'intervention en Hongrie, c'était l'internationalisme de la classe ouvrière soviétique vis-à-vis de la classe ouvrière hongroise. Mais on peut aussi dire que c'était l'intervention de l'État soviétique dans les affaires de l'État hongrois et de la classe ouvrière hongroise. Mais ça dépend de tout le contenu que vous donnez au terme internationaliste. Moi, je lui donne un contenu différent. Mais oui, mais en ce cas, je lui donne juste ce contenu dont vous parlez, que ce n'est pas seulement l'économie, mais c'est aussi la politique et beaucoup d'autres choses. Oui, mais à ce moment, je suis parfaitement d'accord. Ça signifie simplement que c'est une notion, que l'internationalisme a été vidé de son contenu et qu'on l'a remplacé par autre chose et que maintenant, surtout dans le cadre des pays occidentaux avec le marché commun, le problème de l'internationalisme va se poser d'une manière très concrète, c'est justement au niveau de la lutte, dans la mesure où les usines vont essaimer à travers tous les pays, on aura une direction unique, et alors à ce moment, il y aura un internationalisme, si vous voulez, du capitalisme au niveau de la direction, il faudra bien qu'il y ait un internationalisme aussi de la classe ouvrière dans la lutte qu'elle va mener. Je veux dire, vous êtes communiste. Et moi, je ne suis pas communiste. Ouais. Et disons que le Parti communiste ou les communistes ont fait pendant, je ne sais pas, à l'Union soviétique, pendant 50 années, dans les pays de l'Est, disons pendant 20 ans, beaucoup de mal, beaucoup de crimes. Et il y a beaucoup de pays où on peut croire que ça va rester comme ça. Alors, vous n'avez jamais douté un peu le principe lui-même du communisme, où ça n'a jamais secoué votre conviction, être communiste?
Mais simplement, ce dont je doute, c'est de l'analyse qui a été faite pendant toute l'époque du stalinisme, c'est tout. Je pense qu'il faut retourner à une analyse véritable. C'est pour ça que je parlais de créativité tout à l'heure. Je pense que pratiquement, depuis l'époque d'un Trotsky, depuis l'époque d'un Lénine, depuis l'époque d'un Boukharine, ben, on n'a rien inventé dans le domaine du marxisme. Maintenant, depuis quelques années, on commence à nouveau à recréer, à adapter la théorie à la situation actuelle. Il faut voir par exemple ce que fait un Mandel, un Ernest Mandel en Belgique. Je pense que c'est tout à fait remarquable de ce point de vue. Ben, ça signifie qu'il y a eu une parenthèse désastreuse, extraordinairement grave, et maintenant il faut repartir. Pour vous, quel est le sens de la vie? Ça, je ne peux absolument pas vous répondre parce que je ne le sais pas. Je n'essaie pas trop le chercher. Je ne sais pas s'il faut chercher le sens de la vie. C'est pas une question que vous vous posez? Parfois, je me pose cette question, mais pas très souvent parce que je crois que ce n'est pas important de se répondre à cette question. Mais qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, alors? Pour moi, important dans la vie, pour moi, pour le moment, ça changera sans doute. Je trouve avoir toujours quoi faire, ça veut dire avoir des amis, avoir des copains. C'est-à-dire qu'il ne peut pas m'arriver que je n'ai pas où aller, que je n'ai pas avec qui parler, ou que je m'ennuie. Ça, je crois, pour le moment, la chose la plus mauvaise qui pourrait m'arriver. Vous pensez parfois au mariage? Oui, je pense parfois au mariage, mais je ne pense pas au mariage pour le fait que je voudrais me marier. Plutôt, j'y pense à cause de ça, que le mariage m'effraie un tout petit peu. Pourquoi? Pas un tout petit peu, le mariage m'effraie assez. Pourquoi? Parce que je vois autour de moi des mariages qui sont, je sais pas, qui sont assez heureux. Mais je crois que c'est toujours l'habitude qui gagne dans le mariage. Et que les gens dans le mariage sont énormément hypocrites. Ça, je voudrais l'éviter. Hypocrite vis-à-vis d'eux-mêmes? Vis-à-vis eux-mêmes, oui, dans le rapport. C'est pourquoi j'aimais beaucoup le film Jules et Jim. Ce n'est pas une solution, ce que l'héroïne a cherché, mais c'était au moins un effort. Et vous avez peur de l'hypocrisie? Oui, j'en ai peur, oui, parce que je crois que moi, j'ai la tendance à être hypocrite, alors je veux l'éviter au moins dans le mariage. Vous aimeriez avoir des enfants? Non, je crois que... Oui, je voudrais avoir des enfants plus tard, mais maintenant, je n'aime pas des enfants. Vous trouvez trop jeune? Les enfants? Vous vous trouvez trop jeune encore? Mais je ne suis pas tellement jeune, mais je n'ai pas encore trouvé en moi un sentiment pour les enfants. Les enfants ne me disent absolument rien. Vous êtes ambitieuse? Oui, je crois que je suis assez ambitieuse. Quelle est votre ambition? C'est mon problème parce que je ne sais pas ce que je voudrais être avant. Ma plus grande ambition était être une très bonne traductrice. Mais ça reste encore, mais je crois que pas pour très longtemps. Si vous dites ça, c'est que vous avez déjà autre chose dans l'idée. Non, je n'ai pas encore d'autre idée. Vous cherchez? Je cherche à trouver cette idée.